Ok, grosse dédicace à Camos Productions 106.6. Camos de Nostradamus. C'est ça s'occuper tous les mercredis, 23h, 1h du matin. Chaban est dans la maison. Comment ça se passe? Alhamdoulilah, ça se passe très bien, frère. Ah, ça va, ça a été le sport aujourd'hui? Ouais, on sort de l'entraînement, on est en pleine préparation là de Soufiane Oudina, qui nous vient de M, qui combat ce week-end au Big Down. Ok. Un événement MMA grandissant en Belgique en ce moment, c'est l'événement entre guillemets à suivre du secteur. Ok, donc ça c'est quand ça? C'est samedi. Samedi qui arrive, ouais. Et j'invite tout le monde à venir, hein. C'est du spectacle, c'est du vrai spectacle là. Ok. Ouais, supportez le frérot. Oudina CRTZ en force. Donc c'est ton combattant. Voilà, ouais, voilà, c'est un frère d'abord avant d'être un combattant. Ok. Tu vois. Ok. Donc Chaban, en tout cas, pour les gens qui te connaissent pas, on va commencer par la genèse, hein. C'est avant de passer par l'apocalypse, faut toujours passer par la genèse. Tu connais, hein. Le balbutiement. Faites. Donc Chaban, c'est qui? Chaban, c'est qui? J'ai es-tu? envie de te dire, on se pose cette question toute notre vie. Ah, c'est ça. Hein. Chaban, c'est un jeune qui a vécu dans un quartier issu de parents qui venaient d'Afrique, avec tout ce que ça comporte, l'éducation, etc. On y a mêlé un petit peu la vie de cité à côté, avec tout ce que ça comporte de bien et de mauvais. Voilà, qui a fait son parcours, au début dans le sport, je vais parler de ce que je réussis, hein. Dans le sport, le basket notamment, qui était mon premier sport. Donc ça remonte à combien de temps, on va dire, t'avais quel âge? Jusqu'à 18 ans. Ok. Jusqu'à 18 ans, où j'ai arrêté à l'élan Béarnais Portez, où je jouais là-bas à l'époque. Ok. Donc c'était quand même de haut niveau. Ouais, bien sûr, j'étais au plus haut niveau. Ok, donc bon. Professionnel, on va dire. Professionnel, exactement. J'étais stagiaire pro et professionnel, donc ce qui fait que tu joues en espoir et aussi avec l'équipe première. Ok, donc est-ce que tu vois un peu des joueurs à cette heure-ci qui ont continué ou bien qui sont partis un peu plus loin? Ouais, il y a un petit à nous là, le petit Loïc Akono. Mais on va dire toi de ton époque. De mon époque, Pietrus, les frères Pietrus. Moi j'étais à l'époque de Moustapha Sonko, Kis Venet, Mouchi Nouris, Laurent Forest. Ok. C'était l'équipe type de Pau. Ils étaient quasiment tous en équipe de France. C'était la grosse artillerie française, hein, Portez. J'avais Freddy Houfnagel comme entraîneur, un des meilleurs joueurs qu'on a eu en France, un des meilleurs entraîneurs aussi également, qui m'a appris énormément. Ok. Voilà. Donc qu'est-ce qui s'est passé, on va dire, pourquoi t'as pas continué, on va dire? Pourquoi j'ai pas continué dans le basket? C'était simple. Quand moi je suis parti de Valenciennes-Orchy pour partir à l'élan Béarnais Portez, j'ai signé là-bas avec ma femme, avec qui je suis toujours actuellement. On m'avait proposé là-bas un logement pour moi tout seul, ce qui est logique vu que mon fils il devait naître. Ok, donc je passais la majorité, il n'y a pas de langue de bois, hein. Moi quand je parle je dis les choses parce qu'il y a eu beaucoup de blablatage de la street qui... Vous connaissez, les gens ils ont la langue bien pendue et l'oreille sale. Ouais. Donc la stricte vérité, c'est que quand moi je suis arrivé là-bas, j'ai patienté plusieurs mois et ils me logeaient au centre de formation. Moi j'ai dit, écoutez, il y a mon garçon qui va arriver. Vous m'avez promis quand je signe chez vous, parce que j'avais été pris dans d'autres grands clubs. Ok. Et il m'avait proposé, ça faisait partie de la condition, c'était logique. Moi, je partais au centre de formation, il fallait que j'ai mon indépendance. Ce qu'ils m'ont répliqué, c'est qu'ils m'ont dit, écoute, pour l'instant, t'es professionnel, t'es payé, t'es salarié,
fais ce qu'on te dit, tu verras l'année prochaine. Bon, moi je me suis dit quoi? Je me suis dit bon, il faut être malin. Faut essayer de négocier, on va essayer d'être intelligent, on va pas y aller de front avec eux, c'est eux qui tiennent les cartes. Je dis c'est pas grave, je vais patienter un petit peu. Je suis revenu plusieurs fois à la charge et ils m'ont dit écoute, si le petit vient ici, il va crier la nuit, il va pleurer, tu vas être avec ta femme, peut-être ça va pas bien se passer, tu vas pas te concentrer sur le basket, peut-être ça va nuire à ta carrière. Ok. Moi je leur ai dit écoutez, il n'y a pas de négociation avec ça. Peu importe, de toute façon si vous me donnez les moyens que tout se passe bien, moi je suis dans le plus grand club de France quasiment, tout devrait très bien se passer. Ils m'ont dit écoute, l'année prochaine. Je dis mais l'année prochaine mon fils il va avoir 1 an. Comment vous voulez que ça se passe? Il va pas voir son père. Le championnat il est serré, on suit l'équipe 1, on bouge partout dans la France et t'as pas le temps. Ouais, tu vois? Ouais. Je dis moi c'est pas possible, tu vois. Ça c'est quelque chose de pas possible. Nous chez nous, on peut avoir des défauts, etc. On n'est pas des gens parfaits. Mais la famille, on lâche pas. Ouais. Ah, c'est ça, hein. La famille, elle passe avant l'argent, elle passe avant tout. Je m'en tape de toucher 180 000 balles par mois ou de toucher 300 000 balles par mois, mais mon fils, il passe avant l'argent. Ouais. Moi, je vais vous parler simplement. J'étais sûr de ce que je valais. Mon niveau, je sais ce que je valais. Et eux aussi, sinon ils m'auraient jamais pris. Ils sont loin d'être bêtes. Ah, c'est clair. Tu vois, ils savent. Tu vois. Donc je me suis dit quoi? Je me suis dit bon, moi je mise sur ma valeur, si je dois rebondir, Inch'Allah, c'est Dieu qui donne, c'est pas eux. Tu vois. J'ai dit bon écoutez, vous voulez pas me donner mon appartement? Non, moi pour mes frérots qui me connaissent, j'ai la tête dure. Ouais. J'ai dit bon allez, oh, stop, on arrête là, je joue plus. Le président, il me dit comment il est pas content, etc. Mon entraîneur Freddy Hufnagel, il me dit le président il est pas content et tout, il a dit si t'es pas content, t'as qu'à rentrer chez toi. Mais je rentre chez moi, c'est tout, c'est simple. Je suis pas indispensable, vous non plus, tu vois. J'ai dit allez hop, je rentre chez moi. L'entraîneur qui venait me voir, Freddy Hufnagel, il m'a dit écoute, moi j'ai misé sur toi avant la saison. J'ai misé sur toi, on a recruté, moi je compte sur toi. Il m'a dit écoute, pars, réfléchis et reviens. Calme, reviens, viens on te laisse. Je suis rentré, j'ai réfléchi comme ça, je me suis dit non, ça pourra pas se faire. Ça pourra pas se faire. Et en plus, je vais pas vous mentir, la vie de sportif de haut niveau, quand t'es un gars vraiment, tu vois. Ouais, on va dire à l'époque que t'étais jeune et tout ça. Voilà. Donc il n'y a pas vraiment d'encadrement. T'as tout compris, tu vois. Tu vois. Moi, j'avais aussi un agent véreux. Pas un agent pourri, tu vois. Moi, je parle vrai. C'est pas subjectif, tu vois. Il était pourri, il était mêlé dans plein de trucs pourris. Tu vois. Il n'était pas occupé à me trouver un club quand je suis rentré. Ok. Ce qui fait que j'ai abandonné, voilà. Ok. Donc t'as tout arrêté, hein. À partir de ce moment-là, j'ai tout arrêté. Tout, hein. Donc Ouais, c'était même pas une question de blessure ou quoi que ce soit, c'était juste par rapport à ces conditions. Non, à partir de ce moment-là, j'ai arrêté. Voilà, je voulais recontinuer le basket, mais... Ça t'a dégoûté? Ouais, j'ai vu l'agent, il était pourri, vraiment. D'ailleurs, il a bien réussi aujourd'hui, je le félicite. Le diable t'a bien aidé. Le diable t'a bien aidé. Mais l'heure des comptes, il arrivera pour tout le monde. Ouais, et pour lui aussi, clair, hein. il va... Voilà, quoi. Ok. Donc, bon, voilà. Donc, si toi, ça, tu t'es reconverti plus dans le sport, comment on peut dire, MMA? Ouais, c'est le MMA, mix MMA, martial hein. art. Voilà, mix martial art. Je me suis redirigé tout le temps vers ça. Bon, moi, il faut savoir que déjà jeune... Comment ça s'est fait, on va dire déjà, nous, quand on était très jeunes, déjà, vous le savez très bien, on était archi sportifs. Ouais, c'est ça. On n'est pas monté comme ça pour rien. On va pas commencer à se lâcher dedans. Mais vraiment, on était issu même d'une ville et d'un quartier hyper sportif. Tout le monde tape du sport à outrance chez nous. Le papa, les oncles, les cousins, les frères, tout le monde tape dedans. C'était à outrance. Chez nous, on peut dire que c'était une addiction. D'ailleurs, je peux dire qu'il y a aussi beaucoup d'animateurs qui ont contribué à ça. Il y avait une vie sociale qui était vraiment bien établie entre nous. Vous voyez, issus de toutes les religions, tous les quartiers. On était riches de ça, tu vois. Ça nous a poussé aussi un petit peu, ça en plus,
à continuer nos activités ensemble. Parce que le sport, c'est vivre ensemble. Donc on a poussé là-dedans et ce qui m'a poussé à aller vers le MMA, ça a été que déjà nous, on tapait des sports de combat quand on était jeunes. Ok, j'allais à Ouazem avec Kamel Kessassi. Quand j'étais plus jeune, il y avait Robert à l'époque. Ok, Mehdi Boukaro. Les gens Boukaro que tout le monde connaît. Et c'est lui qui m'a ramené le premier. C'est lui qui m'a ramené le premier à la boxe. Pourquoi? Parce que quand j'étais plus jeune, moi j'étais bagarreur. Vous le savez très bien. Et j'étais un vrai bagarreur. J'étais pas un faux bagarreur. J'étais déjà un vrai bagarreur. Et Mehdi, un de mes meilleurs amis aujourd'hui, c'est lui qui m'avait flanqué des dérouillés. Des méchantes dérouillées quand j'étais jeune. Et il m'a tapé plusieurs fois d'affilée. Je me bagarrais avec lui tout le temps, mais il me tapait tout le temps. Et le gars, déjà, il tapait la boxe anglaise à l'époque. Il me tapait, il me gonflait, et moi, je revenais toujours à la charge. Donc, je revenais jusqu'à qu'il en a eu marre. Il m'a dit, vas-y, on arrête là maintenant. Et même moi, je le voyais à l'époque. Lui aussi, c'était un sacré bagarreur. Hein. Il se battait avec des montagnes. Il les terrassait, tu vois. Et je me suis dit, ça y est, il faut que tu te mets au moins à la boxe pour avoir les bases techniques. Donc je me suis mis à la boxe un petit peu. Mais c'était vraiment juste pour me défendre, tu vois. Pour apprendre les bases techniques, etc. Donc on s'est mis là, on tapait avec le grand Flo. Tonton Flo, on t'embrasse, on t'aime, tonton Flo, tu as toujours été bien avec nous. J'embrasse tonton Flo, qui a toujours été là. Ahmed qui est là aussi présent, qui était à l'époque champion de taekwondo. Il y avait Abdou Ramaoui. Il y avait, à Villeneuve, on en avait. Hein. Il y a Cliff qui est décédé, Léa Rahmo. Il y avait Georges. Il y avait toute une ribambelle de gars qui étaient déjà dans les sports de combat à l'époque. Donc nous, déjà, on tapait dedans, on s'entraînait régulièrement avec eux. Mais c'était encadré par la MJ, sportif. C'était vraiment les arts martiaux. Il y avait aussi Laurent Belfort. Laurent Belfort, pour les anciens qui ont connu. Laurent Belfort, voilà, qui était là. Et vraiment, c'était quelque chose. On avait énormément de champions chez nous. Énormément de champions. Et bon, donc nous, on aimait bien aussi un peu la bagarre. On aimait le sport aussi en même temps. Donc on tapait dedans. On a pris des petites bases avec le MMA et c'est parti de là. Ok, ça marche. Voilà. Hein. Mais avant d'ouvrir ton club et tout ça, tu étais dans quel club Alors moi déjà, il faut savoir quand j'ai commencé, j'étais avec Monsieur Ali Khanov, Arthur, mon entraîneur, qui vient du Caucase. C'est une personnalité exceptionnelle, quelqu'un de très humble. Très humble, grand respect à lui. Et qui a son vécu, qui vient de là-bas, de chez lui. Il a vécu des choses, pour pas citer des choses dures, des choses très dures de la vie. C'est quelqu'un qui est très pédagogue. Il nous a donné la soif. Moi, il m'a donné la soif, moi personnellement, d'y arriver. Il me parlait, il me disait des mots, il me suivait, il me parlait, il me disait, il faut que tu te lances. Il me dit, tu peux pas te cacher. Il me dit, t'es trop gentil, trop comme ça. Il me dit, tu dois accepter ce que tu es. Pars. Il m'a dit, fonce, va, entraîne-toi. Et j'ai commencé avec lui là, à m'entraîner à ce moment-là. Donc l'évolution, elle s'est faite. L'évolution, elle s'est faite. On a fait nos premiers pas au KGB de l'époque. C'était à Croix, salle des Augiers, avec Michael Delvalle. Mon compagnon qui commençait déjà avant moi. Il avait un tout petit peu avant, il commençait déjà avant moi. Un jeune exceptionnel, droit, propre. Le gars, il a jamais fumé, jamais bu. Il s'occupe grave de sa famille. Tu vois, un frère issu des quartiers, mais que il a décidé, lui, tu vois, vraiment de s'écarter du mauvais chemin. Et le sport, c'était vraiment son exutoire. C'est ce qui lui a permis, lui est issu de M, c'est ce qui lui a permis, lui, de bien tenir, de jamais déconner. Il a jamais déconné, il a jamais ramené d'histoire, il a jamais volé, il boit pas, il a jamais bu, il a jamais fumé. Vous imaginez, issu d'un quartier à M comme ça, que du sport. Tu vois, et puis bon, après, c'est quelqu'un qui aidait beaucoup autour de lui.
la vie le rattrape, il faut qu'il travaille un peu à droite à gauche, bon, etc. Donc il relâche un petit peu le sport, il faut payer les factures. Ouais. Parce que t'en vis pas de ça, hein, tout de suite, immédiatement en tout cas. Pas tout le monde, du moins. Et de là, du KGB, on a fait notre popote. À nous, on s'entraînait qu'entre nous. À cette époque, il n'y a pas histoire d'argent, il n'y a pas histoire de professionnel. C'est la passion du sport. Passion. C'était l'époque du Pride, c'était l'époque des UFC. Le jiu-jitsu brésilien venait de naître. On découvrait Royce Gracie qui battait les gens, etc. avec son jiu-jitsu brésilien. Bon, voilà. Plusieurs passionnés de gens. Ils venaient de multiples sports, comme la lutte, comme la boxe, on se mélangeait. On bricolait entre nous et c'est de là que c'est parti. Ensuite, je suis parti à un club de jiu-jitsu brésilien qui était un club de jiu-jitsu à côté. Ici, je vais pas citer le club où ça s'est très mal passé, quoi. Parce que moi qui venais des sports collectifs, je m'explique hein, pour bien. Moi qui étais issu des sports collectifs, j'avais appris que dans la vie, on gagne, on monte tous ensemble. On perd ensemble, on gagne ensemble. Ça n'existe pas. Je connaissais pas cet esprit. Individuel. Ouais, je dirais même plus. Même. C'est pire que ça. C'est des clans. Dans le clan, c'est un peu de la manipulation. Okay. Tu vois, moi je le dis, hein, beaucoup dans les clubs, c'est un peu du. Ils t'avalent le cerveau. C'est des gourous, tu vois, un petit peu. Ah ouais, c'est des gourous. Tu vois, il faut le dire, c'est pour ça que... Je pensais que... Non, c'est les gourous, ils rentrent dans ton cerveau, ils disent t'es la famille, on est une famille, on est ci, on est ça, achète des patchs, donne ton argent, fais ça, nous on va au Brésil, on va faire des voyages. Vous pouvez représenter le club, vous battre tous les jours, tu vas à Paris, Ah oui, c'est comme ça. Tu vas là-bas, on te donne pas un euro. Je pensais qu'avec les gourous que dans les églises. La trésorerie et les gens. Énormément de jalousie, énormément de médisants dans ce monde. Et, bon, moi je le découvre pas. Mais j'ai vu que c'était quelque chose de très malsain. Vraiment très malsain. Donc j'avais pas ma place parmi eux. Entre eux peut-être c'est sain, mais pour moi c'est malsain. Ok. Voilà. Donc après toutes ces expériences et tout ça, tu as des idées d'offrir ton propre club, hein, NFC. Exactement. Donc tu peux expliquer, donc là ça fait exactement combien de temps que c'est ouvert? On va attaquer la 7e année. 7e année, hein. Inch'Allah ta'ala, ouais. Avec l'aval de Faridou Kaïd et de la municipalité. Ok. Faut savoir qu'ils se sont carrément mouillés, c'est-à-dire qu'à l'époque, personne voulait ouvrir, surtout dans le dojo principal de la commune, qui est le dojo Roger Léniel, qui me donne carrément des créneaux qui s'avancent pour moi, pour pouvoir pratiquer le sport. C'était osé, mais à la fois, ils ont subi beaucoup de critiques. Ah, c'est clair, hein. Parce que les gens, ils sont désinformés un petit peu de ce qui se passe en réalité dans ce sport. Ils ont l'image du sang et de la cage et de la violence. Et là-bas, tu as combien d'adhérents Cette année, ça n'arrête pas de rentrer. Là, je sais pas, je peux pas vous dire exactement. Je les compte pas. Hein. Je suis pas dans les chiffres. Je veux pas savoir il y en a combien, mais on est bien. On est bien. Je veux pas rentrer dans les chiffres. On va dire si ça fait 7 ans que tu es là, donc c'est que les choses se passent, hein. Oui, alhamdoulilah, comme on dit nous, hein, alhamdoulilah, les choses se passent. Bon, ça fait pas le bonheur de tout le monde. Ça fait pas le bonheur de tout le monde. Hein. Il y a beaucoup de gens qui sont pas contents. Va savoir pourquoi, ils doivent avoir leur raison. Moi, vraiment, c'est quelque chose que j'arrive pas à percevoir. Ok. Mais bon, apparemment, on dérange. Hein. Parce que ça fait quand même beaucoup de bruit, en tout cas dans le Nord, hein, avec le 5-9, Nord-Pas-de-Calais, tout ça, NFC, on va dire tous ceux qui côtoient ce milieu, tout ça, MMA, connaissent ton club. Parce que toi aussi, t'as combattu. Ah, moi j'ai combattu. Dans des vraies cages. Des vrais. Hein, donc je t'ai vu en Russie et tout ça, donc tu peux un peu expliquer... Bon, ben déjà... En tant que combattant. Voilà, déjà en tant que combattant, nous on a commencé à faire des combats, c'était des combats pirates. Ok, il n'y a pas de légende, il n'y a pas de... À l'époque, Sherdog, ça n'existait pas... Des combats pirates, c'est-à-dire quoi? Au black? Non, c'est pas des combats pirates, c'est-à-dire qu'à l'époque, jusqu'à aujourd'hui, on sait que ça n'existe pas en France, pour ceux qui ne le savent pas. Les galas sont interdits, mais nous, on voulait quand même se taper.
Ouais. Ok, on voulait combattre et il n'y a pas le moyen, c'est une frustration pour un combattant. C'est comme si on te dit tu peux t'entraîner au football mais t'as pas le droit de faire de match. Ouais, ça. Ouais. Tu vois. Donc bon, on s'arrange entre nous pour aller dans des salles, un gars de tel club contre un autre gars de tel club, il n'y avait pas de catégorie de poids, il n'y avait pas de trucs, on s'arrangeait aux règles comme ça entre coachs, Ok. on autorise ça, c'était vraiment pirate. Ouais, pirate, hein. Ah ouais, c'est de la piraterie vraiment, il y a eu beaucoup de combats comme ça. La piraterie n'est jamais finie. Ah, la piraterie n'est jamais finie, c'est sûr. Elle a commencé avant nous, elle finira après nous. Voilà, on a commencé comme ça, tu vois. Et bon, ça, je vais pas dire, c'était pas une bonne chose, tu vois. Ok. Quand les choses sont pas cadrées, c'est pas une bonne chose, tu vois. Ensuite, moi, j'ai commencé à aller un petit peu plus loin, à faire les tournois de pancrace. J'ai pas voulu brûler les étapes. Moi, ça me paraissait très important, en fait, pour ceux qui le savent pas, les gars, je me suis beaucoup entraîné avant de combattre. Ouais. Et que déjà, dès le départ, on me disait, Chaban va combattre. Et les gars plus jeunes que moi, ils commençaient, tout le monde commençait déjà à combattre. Moi, j'ai refusé de combattre, pour la simple et bonne raison que moi qui suis des sports et des sports de haut niveau, je sais exactement que les sports se pratiquent sur des fondamentaux. Ouais. Les fondamentaux n'étant pas acquis pour moi qui me suis testé dans les autres disciplines avec d'autres personnes, j'avais vu que j'étais pas au niveau. J'ai vu que j'étais pas du tout au niveau. J'ai pas dit que j'étais pas au niveau, j'ai vu que j'étais pas du tout au niveau. Ok. J'étais trop loin d'eux. Mais j'avais cette frustration, c'est-à-dire que je n'accepte pas comme ça de me faire malmener. Ouais. C'est quelque chose que je n'accepte pas au fond de moi. Donc je me suis battu dans le bon sens du terme pour apprendre. Je me suis dit tu es un élève à partir de maintenant, mais essaie d'avoir un avis objectif sur ce qu'on t'apprend. Parce que tu sais très bien, une grande phrase de mon papa que j'embrasse, que j'aime, mon petit papa, qui me disait ne prends jamais pour argent comptant ce qu'on te raconte. Tu vois? Ah, c'est ça. Donc, j'ai dit, bon, eux, ils me racontent des trucs, mais j'ai un œil toujours critique là-dessus. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup d'imposteurs. Beaucoup de mythos, c'était beaucoup du business. Le sport, c'est devenu beaucoup du business. Et c'est quasiment que du business maintenant. C'est que de l'argent. Le gars, il te fait du Krav Maga, il tape sur la poitrine, il te fait des trucs comme ça, paf, pif, paf, il tape comme ça. Le gars, il tombe par terre, il le regarde avec les yeux, le gars, il tombe. Bon, c'est bien, le gars, il a 350 adhérents, 600 adhérents, 500 adhérents, 1000 adhérents. Tu t'imagines? Le gars, il n'a plus besoin de travailler, quasiment. Il est prof de Krav Maga, tu vois. Bon, tu vois, le truc, c'est que c'est vrai, tu vois. Donc, je me suis dit, bon, à partir de ce moment-là, ça va faire rire, ça va faire sourire beaucoup de monde, mais je me suis dit, tu peux te fier à personne. Ok? À part à mon entraîneur renommé, Alikanov, monsieur Arthur Alikanov, qui vient du Caucase, bien évidemment, qui lui connaît très bien son sujet. Qui était une référence pour moi, tu vois, qui m'a appris énormément, et c'est avec lui que j'ai évolué aussi, tu vois. Donc je suis parti combattre en France, où j'ai pris la ceinture des contenders. Ok. Les contenders, c'était pas les contenders d'aujourd'hui, où ils sont 4, et peut-être tu combats 2 jours d'affilée. Nous, on était 8. Ok. Le même soir, tu combats tout le monde. Ouais. Ok. Tous les vainqueurs de chaque poule, tu combats jusqu'à la fin, tu prends la ceinture. C'est du lourd, hein. Et c'était les meilleurs Français, les plus grosses écuries françaises. C'est-à-dire, c'est comme si maintenant tu prends les meilleurs Français de chaque catégorie qui combattent dans un tournoi pour une ceinture. C'est plus comme maintenant. Ah, c'est tu vois. des grosses maisons. on peut Avant, dire, c'était vraiment, autre chose, tu vois. C'est haute tension, c'est des grosses maisons. Snake Team, c'est des gros. Ok. Ouais, il y avait du gros niveau. Wow. Il y avait déjà du gros niveau à l'époque. Il y en a qui sont restés encore aujourd'hui, d'ailleurs. Et bon, j'ai pris la ceinture pour la 2e année. Et j'avais déjà travaillé beaucoup. Hein. Ouais. Comme je vous l'avais dit, j'avais travaillé dans le monde déjà avant de combattre. Combien de temps environ t'avais travaillé? J'ai mis au moins 6 ans. Ah, parce que Ouais. entre ta rupture et le basket et on va dire ton éclosion, Ouais. même au niveau du quartier, Ouais. que les gens sachent en vérité que tu faisais réellement du combat, il y a eu du temps. Là, il y a eu du temps, énormément de temps. Voilà, et moi je sais que on peut pas brûler les étapes. Dans la vie, on brûle pas les étapes. On prépare les choses, on s'entraîne, on triche pas. Tu vois? Même par rapport à ça, tu vois, quelque chose qui est collé par rapport aussi à ça, tu vois, c'est le dopage, tu vois. Moi, je suis un gars, je me suis jamais dopé de ma vie.
Tu vois, j'ai jamais pris de trucs, j'ai jamais fait de machin. Il faut savoir qu'ici, maintenant, même à l'heure actuelle, tous les gars, ils se dopent. Tout le monde se dope. Quasiment tous se dopent. Aujourd'hui, tu Ah, vois, et les donc, gars, ils sont pas fiers de le dire ou ils mentent. Tu vois, donc même parce que c'est pas des hommes, tu vois. Donc même dans les clubs ici du Nord, ça se dope. Pour tout, pour du grappling, ils se dopent. Pour jouer au foot à petit niveau, ils se dopent. Ils se dopent. Alors les gars, on est des... on va pas se mentir entre nous. Les gars, pour aller au café du coin, aller à Lille, ils se dopent, les frères. Pour aller à Lille, mon gars, ils se mettent dans un café et avoir les biceps bombés, ils se dopent. Alors crois pas que pour faire du grappling ou du jiu-jitsu, le gars, il va pas se doper. Tu vois? Non, faut dire la vérité, tu vois. Les gars, ils se dopent. Tu vois. Bon, chacun fait son truc, mais moi, c'est quelque chose que j'ai jamais fait. Pour moi, c'est de la triche. Tu vois. J'aurais jamais été fier de ce que je fais, entre guillemets. J'aurais jamais pu regarder mes enfants et leur dire, vous savez, moi peut-être j'ai pas été le plus grand champion que la Terre ait porté. Je suis pas le plus grand même des champions. Mais ce que j'ai fait, je l'ai eu sans tricher. Voilà. Je peux les regarder dans les yeux. J'ai pas triché, moi. Voilà. J'ai travaillé, tous les jours je m'entraînais. Je tapais des 2 entraînements tous les jours pour rattraper. Alors imaginez-vous, quelqu'un qui s'entraîne normalement, il vient une fois le jeudi, il vient une fois, il a travaillé 1h30, ça lui fait 3 heures dans la semaine. Mais moi qui travaille 6 jours, 7 jours sur 7, qui fait 4 heures par jour. Et tous les jours tu s'entraînes, hein? Tous les jours je m'entraînais à cette époque. Tous les jours. Une fois je pars chez Arthur, une autre fois je pars au KGB. J'étais dans les 2 clubs. Une fois je pars dans mon club de jiu-jitsu brésilien. Une autre fois je m'en vais de l'autre côté. Une fois je vais là-bas. À telle heure je fais là. Et je rentrais le soir à minuit. J'enchaînais les créneaux. Je cherchais les créneaux pour m'entraîner. Mais c'était vraiment sans attendre quoi que ce soit. On peut pas lire le futur. Et puis pour moi c'était loin. C'est impossible même. C'était limite impossible. Je regardais sur internet les Fedor, le Pride, les Mirko Krokop. Pour moi c'est loin. Tu vas jamais aller au Japon. Tu vas jamais faire un truc. Tu vois. Donc je calcule pas moi. Mais j'avais envie pour moi de le faire. Et en même temps c'était un exutoire pour moi aussi. Ça pouvait me permettre d'enlever le trop rempli, tu vois. Voilà, donc à la fin je pars... je finis exactement en Russie, en Suisse, en Russie, dans plusieurs organisations, dont à l'époque la plus grande organisation russe, qui était le M1. Et où il y avait là-bas, ça rigole pas. Costaud, hein. Là-bas, c'est la Russie, les gars. Vous savez, Russie, les gars, ils combattent pour manger. Ils font pas ça ici pour passer sur Facebook. Hein? Les gars, ils veulent pas passer sur Facebook ou se faire un Instagram avec des trucs et essayer de gratter à droite, à gauche pour jouer le pseudo professionnel. Parce que les gens, ils savent pas, mais tout le monde peut passer. Tout le monde peut passer professionnel en MMA. Le gars il dit le gars il est pro, mais tout le monde peut passer pro. Il n'y a pas de fédération exactement. Il n'y a pas de système de classement. On peut prendre demain un gars dans un café, lui donner un dentier, lui dire va combattre et il va combattre en professionnel. Tu vois. Ok. Tu captes. Voilà, tout le monde est pro, tout le monde a des ceintures maintenant. Voilà, t'as compris. Voilà. Hop, tout le monde est champion du monde. Voilà, t'as compris. Il y a beaucoup de champions du monde. Hein. Ouais, c'est ça, il y en a beaucoup. Tout le monde y est champion du monde, tout le monde fait ça, tu vois. Et demi-finaliste du M1 Global. Ouais. Et comment ça se passe maintenant? Il y a plusieurs clubs maintenant. C'est difficile. Hein. Il y a plusieurs clubs maintenant, ici dans le Nord et tout ça. de MMA. Non. Non? Ouais, non, c'est pas du MMA vraiment. C'est du. Ouais, si on peut, je sais pas. Je sais pas. Déjà, moi, je les connais pas, je vais te dire sincèrement. Parce qu'en fait, il y a tellement de petits clubs qui se disent qu'ils font du MMA. Il y a combien de clubs, on va dire, que j'en connais pas. Tu connais un peu, plus ou moins dans ton truc, comme le NFC? Il y en a pas. Il y en a pas? J'en connais pas, non. Il y a pas des clubs à Roubaix ou bien? Non. Parce que c'est clair, il a dit non. Parce que moi, Non. Parce que je vois par exemple sur Facebook, les gens ils ont des maillots, ça s'entraîne. Ouais, si, il y a tu sais de score, mais moi je les connais pas. Il y en a LM, il y en a Le Zen, je sais même pas, moi tu sais, de temps en temps on m'informe, on me dit tu connais le club, je dis non. Je vais pas mentir. On me dit tu connais le club avec lui? Je dis non. Il a été champion de France de. Je dis non, mais je connais pas. En tout respect, je dis non, je connais pas. Donc si. C'est pirate. Il dit attends, je vais te montrer. Il me montre un gars avec des protèges tibia qui fait 140 kilos. Ça fait 17 ans que je suis dedans.
Je connais pas. Parce que Donc, en fait, je t'explique. ça veut dire, je pensais Parce que qu'il y avait toi, en fait, des clubs, hein. Non, Moi, il je n'y a pensais rien qu'il y avait- du tout. C'est Il y avait des clubs. parce beaucoup que- de piraterie. C'est beaucoup de la Il y a- piraterie. Ouais, Je t'explique. Ouais. C'est beaucoup de la piraterie. Tu vois, Ok. des regroupements. C'est des regroupements de personnes qui font des trucs. Tu vois, un peu de pied-point, un peu de ça, un peu de. Être un club structuré, c'est très différent. Avoir une pédagogie, c'est très différent. Tu vois. Te permettre de dire que tu es entraîneur, tout le monde se dit entraîneur. Ouais, c'est ça aussi. Comme tout le monde se dit rappeur. Comme Ouais. tout le monde se dit mécanicien. Mais est-ce que ça fait de toi vraiment un mécanicien? Attention. Parce que tu te dis mécanicien. Tu te dis informaticien. Mais est-ce que tu es vraiment un informaticien? Tu te dis informaticien. Mais est-ce que tu es un informaticien? Elle est là la question. Ouais, t'as débrouillé, hein. Tu comprends? C'est clair, tu vois ce que je veux te dire? C'est très très clair. Tu vois, un club d'MMA, il est structuré. Tu vois? Moi, il a fallu que je bosse combien d'années pour essayer d'être cohérent et de savoir de quoi je parle dans chaque domaine. Et j'ai jamais fini. Je continue tous les jours. Je suis un professeur tous les jours. Donc quand je vois des gars que ça fait 2 ans, il s'est mis au MMA, 3 ans, 4 ans, déjà il est professeur. C'est fort quand même. Frère, tu sais, façon de parler, techniquement, t'es au ras des pâquerettes. Tu pourrais même pas nous montrer 5 techniques dans un truc, 5 dans une autre, 5 dans un machin. Tu connais rien du tout. Mais tu te dis, donc moi je vais te dire sincèrement, je calcule aucun autre club. Aucun. Quand je te dis aucun, c'est aucun, parce que je sais même pas s'ils existent. Et sans mentir, moi je pensais qu'il y avait des clubs, hein. Parce Ben, que c'est comme je t'ai dit, il y en a plein qui se disent, Ok. mais je sais pas, moi on me l'apprend. Certains me disent, tu connais? Je dis non. Ah ben c'est bien, hein. Je dis je sais pas. Ça m'étonne. En tout cas, parce qu'Adax, moi je vois des logos, je vois des teams et tout ça, des clubs par-ci, des clubs par-là. C'est un peu restreint, ça veut dire que les connaisseurs aussi se connaissent entre eux un peu, non? Bien sûr. Parce Tout le que monde se connaît, c'est une petite famille. Moi je pense que, tu vois, on est du Nord, j'ai longtemps été en région parisienne, et je me suis vaguement entraîné, pour le peu que je me suis entraîné, ils connaissaient tous ton nom. Donc là-dessus, je pense que ici, à part toi, est-ce que tu connais d'autres personnes? Je pense que c'est ça que Elkam veut Ouais, dire. c'est ça, hein. Même, est-ce que l'expérience que tu as eue, tout ça, par rapport à ton niveau, il y a d'autres personnes dans le Nord qui a déjà fait, on va dire, ton parcours? Non, Non? non, Il n'y a personne, hein? non, bah non. Difficile. Ok. Très difficile. C'est difficile d'aller jusque-là. Tu sais, c'est comme si demain tu allais à l'ACB, qui est la plus grande organisation russe du moment là, ou au Fight Night, et que tu combattais que les numéros 1 tête de série. Tu vois? Et que tu as des cachets qui vont avec. C'est-à-dire que quand tu as un certain niveau, la prime elle suit automatiquement derrière. Ok. Tu comprends? Ouais. Tu vois, on a aux States, tu vois, les Américains, ils te demandent combien tu vaux. Combien tu vaux, ils te disent. Tu captes? Tu vaux combien? Si tu dis je vaux 800 €, tu te dis tu fight, tu prends combien? Tu prends 400 €. T'affrontes le 16e, le 17e d'une organisation, d'un truc, tu galères, t'arrives pas à monter. Tu vois? Dans le Nord, il n'y a pas. Tu vois. Pour aller jusque-là, déjà, faire des grands prix, tu vois, des tournois où tu prends 150 000 $, des trucs comme ça, il n'y a personne qui l'a fait, encore, jusqu'à maintenant. Ok. Et j'espère qu'il y en a un qui va faire mieux que moi. Hein. J'espère, Inch'Allah, qu'il y en a qui feront mieux que moi, tu vois. Mais parti comme c'est parti, ça va être difficile. Hein. Eh ben. Bon, mais non, est-ce que tu as est-ce qu'il y a des futurs combattants de demain, en tout cas dans le Nord, que tu as entraîné et tout ça, ou bien il y a des élèves à sortir que tu dis, ah oui, je suis fier de mon élève. Ah oui, là il fait ses combats. Moi je vais vous dire un truc, je suis fier de tous mes élèves, quasiment. Tous les élèves que j'ai, quel que soit leur niveau, je suis content et satisfait d'eux. Ok. Tu vois, c'est une relation épanouissante, tu vois. Tu vois, d'avoir... parce que déjà, s'ils viennent, c'est une reconnaissance que tu as. Venir chez toi, c'est une reconnaissance, tu vois.
Donc, rien que pour ça, déjà, je dois leur donner un grand respect par rapport à ça, tu vois, et leur apporter ce qu'ils méritent, ce qu'ils me demandent, en tout cas, du moins. Et pour la plupart, ils savent très bien, on n'est pas un club de loisirs, déjà, il faut savoir. Si tu veux, si tu as envie un petit peu de faire de la toutouche et de jouer le kéké, t'es mal tombé, tu vois. Parce que chez nous, c'est dur, tu vois, comment ? Chez nous, c'est dur, tu vois, c'est la guerre. C'est la vraie guerre. Donc beaucoup aussi, tu vois, ils sont pas à l'aise parce que c'est plus des stars chez nous. Ok. Chez nous, il n'y a pas de star. Donc celui qui fait sa petite star, tu vois, cette petite caprice qui a envie d'être le petit combattant de son club, il n'est pas bien vu. Il tourne autour de lui, il voit que tout le monde y combat. L'autre, il combat, il est pro, l'autre, ça, l'autre. Ouais, le gars, il n'est pas content, tu vois, parce qu'ils veulent beaucoup les phares sur eux, tu vois. Okay. Ils recherchent la reconnaissance de Facebook. Tu vois, être dans son quartier, la petite star. Donc il est pas les choses, elles se font naturellement. Il n'est pas dans son élément. Tu vois, on a du mal à s'entendre. Tu vois, il y en a beaucoup, ils sont issus des quartiers, mais bon, ils sont laisse tomber. Il y en a, ils ont pas grand chose dans la tête. Tu vois comment tu vois, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu vois. Donc la sélection, elle se fait naturellement. Chacun, déjà, moi, beaucoup, j'en accepte pas, tu vois. Ok, tu refuses aussi. Hein. Ouais, je refuse beaucoup, énormément. Ok. Et c'est dû à quoi quand tu refuses ? Le comportement. Mentalité. Comportement. Okay. Ta manière de parler, t'as pas ta place avec nous. Tu vois. Quand il dit, hey, tu vois quoi, ouais, t'as vu, je me suis de buzz en boîte la dernière fois. Le gars, il te raconte des trucs comme ça. Ouais, je viens chez toi, ouais. T'as vu, j'ai envie de me bagarrer, il vient avec un cocard. Tu le regardes, tu dis, frère, non, laisse tomber. Laisse tomber. Et il y en a, ils ont la haine contre moi que ça. Je lui dis, laisse tomber. Non, laisse tomber, je lui dis. Tu vas pas t'être. Je peux pas partir du club. On va pas s'entendre. Je vais pas partir du club. C'est moi qui entraîne. Ben, c'est pas la peine, frère. T'es sérieux ? Ben ouais, je suis sérieux. Allez. Moi, je trouve ça logique. En gros, la discipline qu'on met dans certains arts martiaux, pourquoi on la mettrait pas dans les MMA ? Parce que normalement, c'est comme ça que les choses se passent. Il y a une philosophie. Il y a une philosophie qui va avec en réalité. Exactement. Une philosophie. Oui, mais ça veut dire que justement, il y a une philosophie qui va avec. Exactement. Mais ça, les gens l'oublient. Les gens voient toujours ce truc-là comme de la pure bagarre, tout simplement. Exactement. T'as mis le doigt pile poil dessus, tu vois. Et toi qui en plus t'es pas un pratiquant pas du tout. Du tout, tu vois. Pas du tout. Tu l'as compris immédiatement. Mais d'autres ils l'ont pas compris, mais tu vois ils le comprennent pas. Ils prennent ça, je sais pas comment ils prennent ça. Tu vois justement le sport comment ils le prennent. Pour beaucoup c'était tu vois, c'est des gars ils ont rien fait dans le sport et ils peuvent pas faire quelque chose dans le sport. En réalité. Et le MMA c'est le sport où tu peux être tout de suite professionnel, sans avoir jamais rien fait. Mais en fait, tu es professionnel sur une couche qui est super épaisse. Tout le monde est professionnel, mais tout le monde ne se trouve pas pareil dans la même couche. Tu comprends ? Il y en a qui sont tout en haut. Ils sont payés bien, ils ont ça se passe pour eux, ils en vivent, etc. Et t'as ceux qui sont tout en bas. Mais ça, les gens, ils l'ignorent. Quand ils te voient que tu passes à la télé, ils pensent que le gars, il a pris 50 000 euros. Il a pris 200 000 euros. Je pense qu'il a pris, je sais pas, moi, 1 million. Les gens, ils se font des films, tu vois. Là-dessus. Tu vois le truc ? Ouais, je vois. Donc le gars, ça lui permet en chicha de dire t'as vu, c'est ma vidéo, là, je suis professionnel. Moi, il y en a, il me contacte, il me dit je suis professionnel. En MMA, en ça, en boxe, en nunchaku, il me dit. Je dis, ah ouais, c'est vrai ce que je te raconte, frère. Wallah, c'est vrai, frère. Wallah, c'est vrai, 100% ce que je te dis. Je lui dis, ah ouais, et je rigole, mais moi je suis un moqueur, les gars, excusez-moi. Vous allez m'en vouloir tous, mais moi, je rigole. Je lui mets des petits bonhommes qui rigolent avec des larmes. Il dit, ouais, tu te fous de moi et tout. Et je lui renvoie encore. Et hop, il m'insulte. Et je rigole, allez, j'ai dit, allez, je te coupe, toi. Allez, hop, allez, je te zappe, je vais plus entendre parler de toi. Mais je suis obligé, je tombe sur des phénomènes, vous imaginez même pas. Vous imaginez même pas. Camos de Nostradamus.